Dans The Truman Show, l'horreur n'a pas la forme du chaos, elle a la forme d'une vie parfaite, avec une femme aimante, des voisins polis, un boulot stable dans une petite ville très tranquille. Tout a l'air idéal. Et c'est justement là que le piège commence. C'est normal, on a tous rêvé devant notre glace qu'une émission de télévision nous était consacrée. Non, c'est pas ça. Tout le monde a l'air d'être de mèche. The Truman Show, c'est l'histoire de Truman Burbank, interprété par l'immense Jim Carrey. Un type totalement banal qui vit sur une île dans une petite ville côtière du nom de Sea Haven. Une sorte de petit paradis sur Terre. Truman, il a tout pour être heureux. Il a un job avec des collègues sympas, une femme, des voisins souriants. Le problème, c'est que rien de tout ça n'est vrai, sauf que lui, il ne le sait pas. Depuis sa naissance, il vit dans le plus grand plateau télé du monde. Sa femme, son pote d'enfance, sa mère, son père, ce sont tous des acteurs. Sa vie entière est un programme télé diffusé 24 heures sur 24. Et le génie du film, c'est de nous montrer comment cette mécanique si bien huilée depuis des dizaines d'années finit par bugger, par bégayer un petit peu. Et au fur et à mesure, on se rend compte, en même temps que Truman, que tout ça est étrange. Voilà, attention, il a failli l'écraser. Il n'est pas dans son état normal. On change de fréquence. Le film sort en 1998, c'est vraiment le moment où la carrière de Jim Carrey change complètement de dimension. Avec Peter Weir, le réalisateur, ils vont pas simplement faire une critique de la télé-réalité, ils vont créer une sorte de malaise et vous allez voir à travers cette vidéo avec des images notamment du making-of, que tout ça n'a rien d'un accident. Mais avant d'aller plus loin, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne dès maintenant. Vous êtes une immense majorité à regarder toutes les vidéos de la chaîne sans vous être abonné. Alors si vous appréciez mon travail et que vous voulez que la chaîne continue, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir. Donc merci beaucoup. À l'origine, Truman Show n'a rien à voir avec le film qu'on connaît aujourd'hui. En mai 1991, Andrew Niccol, jeune scénariste néo-zélandais encore inconnu, pose sur une page un concept simple et violent à la fois. Un homme vit dans un monde entièrement fabriqué autour de lui et il est observé sans le savoir. À ce moment-là, le projet s'appelle The Malcolm Show. L'histoire est plus sombre et plus froide, plus ancrée dans la science-fiction et elle se déroule à New York. On est encore dans un thriller paranoïaque, pas dans la fable douce amère que le film deviendra. À l'automne 1993, le script attire un certain Scott Rudin, l'un des producteurs les plus puissants d'Hollywood. Il l'achète pour un peu plus d'$1 million. Paramount embarque juste derrière et accepte de distribuer le film. La machine a l'air lancée, mais très vite le projet se heurte à une logique classique des studios. Le deal prévoyait que Niccol réalise lui-même le film, sauf que le budget, estimé à $80 millions, est jugé beaucoup trop élevé pour un premier long métrage. Paramount veut alors sécuriser, et le studio veut le concept, mais sans prendre de risques. Niccol est alors écarté de la mise en scène, et Paramount va jusqu'à lui verser une prime pour qu'il se retire. À partir de là, le film dérive un peu. Il attire du monde, mais personne ne lui donne encore sa forme finale. Brian De Palma entre d'abord en négociation en mars 1994, puis ça capote. Ensuite, les noms finissent par circuler. Tim Burton, Sam Raimi, Terry Gilliam, David Cronenberg, Barry Sonnenfeld et même Steven Spielberg. C'est finalement Bryan Singer qui veut le réaliser, bien avant de devenir le futur réalisateur de X-Men. Des profils très différents et surtout des visions incompatibles. Le projet continue de circuler, mais il n'avance pas. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose de fort, mais personne n'a encore trouvé comment le faire tenir. Le point de bascule, c'est Peter Weir. Il arrive au début de 1995 sur recommandation de Niccol lui-même. Et là, le film change de nature. Weir, c'est pas un inconnu, c'est déjà le réalisateur de Witness et du Cercle des poètes disparus. Pourquoi est-ce que je monte là? Tu peux répondre. Pour vous grandir? Non! Merci d'avoir joué. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Un cinéaste qui sait filmer les systèmes, les groupes et les faux équilibres. Il lit le scénario et comprend immédiatement ce qui coince. L'idée est très forte, mais le film appuie trop sur son côté sombre. Trop frontal et trop pesant. Lui, il veut prendre le problème à l'envers.
Il ne veut pas faire un cauchemar, mais un monde parallèle, plus lumineux, plus accessible et surtout plus drôle. Il le dira d'ailleurs clairement, là où Nicole rendait l'histoire déprimante, lui pense pouvoir la rendre plus légère, justement pour que le spectateur accepte l'idée qu'un tel show puisse exister 24 heures sur 24. Et c'est important parce qu'une prison qui ressemble à une prison, on va forcément la refuser. Alors qu'une prison qui ressemble à une vie idéale, on a envie d'en faire partie. À partir de là, le scénario est entièrement retravaillé. Andrew Niccol enchaîne les réécritures jusqu'à 16 versions au total. Le film s'éloigne de sa base de thriller de SF pour devenir une fable beaucoup plus ambiguë. La violence présente à l'origine disparaît alors, mais le malaise devient plus diffus, plus lent et plus profond. Pendant ce temps-là, Ware va même jusqu'à écrire un livre fictif retraçant l'histoire de l'émission, avec un passé détaillé pour chaque personnage. Il ne prépare pas seulement un tournage, il est en train de construire un monde. Le choix de Jim Carrey s'inscrit exactement dans cette même logique. À ce moment-là, Carrey n'a encore aucun grand rôle dramatique derrière lui. Son image publique, c'est celle d'un acteur qui hurle, qui grimace, qui déborde de partout. Il a marqué les esprits dans Ace Ventura, The Mask ou encore Dumb and Dumber. Robin Williams est également envisagé, Gary Oldman fait même un essai, mais Ware veut absolument Carrey. Après l'avoir vu dans Ace Ventura, Jim Carrey lui rappelle Charlie Chaplin. Avec une sorte de fragilité derrière le masque. Il comprend que Truman ne doit surtout pas être un personnage lucide trop tôt. Il faut quelqu'un de simple, vivant et crédible. Quelqu'un qui croit à ce monde. Jim Carrey signe en 1995, mais il est déjà pris sur d'autres tournages, avec The Cable Guy, Disjoncté et Menteur. Alors le film doit patienter plus d'1 an. Ware refuse de recaster un autre acteur, donc il patiente parce qu'il sait que ce choix sera déterminant. Carrey touche alors autour de 20 millions de dollars par film, mais il accepte ici un cachet inférieur, autour de 12 millions. Il dira même que c'est le rôle qu'il a accepté le plus rapidement de toute sa carrière, parce qu'il comprend ce que ce film va lui apporter. Il garde alors son énergie, mais il la retient, il ne cherche plus à occuper l'espace, mais il existe, et d'un coup, Truman devient crédible. Bonjour! Bonjour. Ah, et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit! Le rôle de Christophe, lui, se construit dans la douleur. Le tournage démarre avec Dennis Hopper, un autre acteur. Et ça se passe très mal. Hopper est écarté après 2 jours seulement. Plusieurs acteurs refusent ensuite le rôle. Ed Harris finit par accepter. Il arrive avec une idée un peu bizarre, jouer Christophe comme un bossu. Peter Weir refuse. Il ne veut pas d'un monstre visible, il veut un homme calme, lisse et posé. Quelqu'un qui parle doucement alors qu'il contrôle tout. Et c'est beaucoup plus inquiétant. Et même si le monde dans lequel il évolue est plus ou moins artificiel, en ce qui le concerne, Truman ne trie jamais. Le tournage se déroule du 9 décembre 1996 au 21 avril 1997 et techniquement, le film tombe à un moment charnière car 1997 c'est une année de bascule. Les effets visuels numériques commencent à s'imposer mais ils ne dominent pas encore totalement le cinéma. The Truman Show se retrouve alors entre 2 époques. Les équipes mélangent les approches avec des décors réels, des extensions numériques et quelques retouches. La CGI est notamment utilisée pour créer les parties supérieures de certains immeubles du centre-ville. Et là, le détail devient intéressant. Craig Barron, l'un des superviseurs des effets visuels, explique qu'il n'avait pas besoin d'un réalisme absolu, car toute la ville était censée être artificielle. Les modèles numériques pouvaient donc rester légèrement imparfaits. Ils ajoutent même de petites irrégularités volontairement pour imiter le réel, sans le reproduire totalement. Le but n'est pas de copier la réalité, mais de fabriquer un faux monde crédible. Cette logique se retrouve dans toute la mise en scène. Peter Weir et le directeur de la photographie, Peter Biziou, construisent l'image comme une surface contrôlée, avec une lumière très forte, des intérieurs surexposés et aucune zone d'ombre. Les cadres rappellent souvent d'ailleurs les caméras de surveillance ou les dispositifs télé. Les personnages regardent parfois presque dans l'objectif. L'image observe, mais elle n'est jamais neutre. Weir cherche ensuite un lieu capable d'incarner ce monde. Il explore alors la Floride, sans être vraiment convaincu, avant que sa femme, Wendy Stites, ne lui fasse découvrir Seaside, une ville planifiée, trop propre, ordonnée et presque irréelle, avec des maisons parfaites, des rues très nettes, et tout ressemble à une brochure. La production s'y installe alors immédiatement. L'essentiel du tournage se fait là, complété par des prises dans les studios de la Paramount à Los Angeles. La maison de Truman, elle, appartient à la famille Gates. Même les acteurs prolongent cette idée. Laura Linney construit Meryl à partir de catalogues publicitaires anciens. Elle travaille donc les poses, les sourires, les gestes, et ne joue pas une femme, elle joue une sorte d'image, une façade. Je vais te préparer une bonne tasse de mococoa. Le cacao naturel entièrement récolté à la main sur les pentes du mont Nicaragua, sans édulcorant de synthèse. Et au milieu de tout ça, comme à son habitude, Jim Carrey improvise.
sur certaines scènes, notamment celle du miroir dans la salle de bain. Un moment simple en apparence, un homme seul face à lui-même, mais qui devient étrange parce qu'il joue, il se regarde, comme s'il sentait déjà que quelque chose ne fonctionne pas. Enfin, la musique vient compléter l'ensemble. C'est Burkhard Dalwitz qui compose la bande originale principale, après que Peter Weir ait découvert son travail en Australie pendant la post-production. Philip Glass, qui compose également certains morceaux, apparaît même à l'image, en train de jouer sa propre musique, comme si l'émotion de Truman était elle aussi contrôlée en temps réel. Le mélange donne une musique douce, répétitive, presque hypnotique, une sorte de boucle, un monde qui tourne sans jamais s'arrêter. Tout dans la fabrication du film va dans le même sens, créer un monde parfait, le rendre crédible et laisser apparaître lentement les failles. Et pour que ces failles soient totales, Peter Weir a poussé le détail jusqu'à une certaine obsession. Par exemple, la bague que Truman porte en permanence n'est pas un bijou, mais une caméra. Le diamant noir cache l'un des objectifs qui filment son intimité 24 heures sur 24. Dans Sea Haven, les caméras ne sont pas seulement dans les murs, elles sont planquées dans les poubelles, les poteaux, les enseignes publicitaires. La ville n'est pas un lieu de vie, c'est un dispositif optique géant. Même l'identité des gens qui l'entourent est un clin d'œil cynique au vieux Hollywood. Sa femme Meryl, son meilleur ami Marlon, Laureen, tous portent des prénoms de légendes du cinéma. À Sea Haven, même l'état civil est un accessoire de fiction. Cette frontière entre le film et le réel, Peter Weir a failli la briser pour de bon. Il avait imaginé un coup de génie complètement méta, demander aux projectionnistes d'interrompre le film en pleine séance pour diffuser des images des spectateurs dans la salle, filmés à leur insu avant de reprendre le long métrage. Il voulait que vous, dans votre fauteuil, vous ressentiez la même paranoïa que Truman. Alors le dispositif n'a évidemment jamais été mis en place, mais le plus troublant reste que le film a fini par déborder de l'écran, au point de donner son nom à ce que certains psychiatres ont appelé plus tard le syndrome de Truman Show. Des patients persuadés au premier degré d'être les acteurs d'une télé-réalité mondiale. On n'est plus dans le film, mais bien face à une œuvre qui a débordé sur le réel au point de devenir l'affiche officielle du Festival de Cannes en 2022. Pas par nostalgie, mais parce que l'image de Truman, montant cet escalier, est devenue le symbole universel de notre propre besoin de sortir du cadre. The Truman Show ne sort pas dans les salles à la date prévue. Au départ, Paramount visait le 8 août 1997, puis le film a été finalement repoussé au 14 novembre, puis encore à l'été 1998. Le studio sait qu'il a un film étrange entre les mains, porté par Jim Carrey, mais qui n'entre pas vraiment dans les cases habituelles du blockbuster ou de la comédie. Finalement, le film sort aux États-Unis le 5 juin 1998 et en France plus tard, le 28 octobre. Entre-temps, NBC achète les droits de diffusion de télé dès le mois de décembre 1997, soit environ 8 mois avant la sortie du film. Ça veut dire qu'en coulisses, le marché y croit déjà. Le budget, lui, tourne autour de 60 millions de dollars. Pour un film original, ça reste du très lourd. À sa sortie aux États-Unis et au Canada, il rapporte plus de 125 millions de dollars. À l'international, on y ajoute 138,5 millions. Et au final, le film récoltera 264,1 millions de dollars au box-office mondial. Il passe ses 2 premières semaines en tête du box-office américain et reste 7 semaines dans le top 10. Et en France, il dépasse aussi les 1 million d'entrées. Donc faut être clair, The Truman Show, c'est pas un petit film culte redécouvert bien plus tard. C'est déjà un vrai succès au moment de sa sortie. La critique, elle aussi, suit immédiatement. Aujourd'hui encore, le film affiche 94% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Kenneth Turan, dans le Los Angeles Times, parle d'un film à la fois dérangeant et parfaitement intégré aux normes de l'industrie. Là aussi, il faut être très clair, The Truman Show n'est pas accueilli comme un gadget malin avec un Jim Carrey à contre-emploi. Il est reconnu immédiatement comme un film de studio bizarre mais populaire, beaucoup plus intelligent et plus inquiétant que la moyenne. Forcément aujourd'hui, ça ne peut que sauter aux yeux. Mais attention à ne pas réécrire l'histoire. On entend souvent que Truman Show a inventé la télé-réalité. Eh bien c'est faux. En 1998, le genre existait déjà, avec des émissions comme The Real World sur MTV. Mais c'était encore marginal et presque amateur. Le génie de Peter Weir et Andrew Niccol, c'est d'avoir compris, avant tout le monde, que ce n'était pas qu'une mode passagère. Ils ont vu que le monde allait basculer dans le voyeurisme total, bien avant que Big Brother ne colonise nos écrans, ou que TikTok n'efface définitivement la frontière entre vie privée et mise en scène. En 1998, le film était une satire, aujourd'hui, c'est presque un documentaire.
220 pays ont suivi ses premiers pas. Toute la vie d'un homme, capté par un réseau de plus en plus dense de caméras cachées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier. Voici, pour la 30e année consécutive, le Truman Show. Il y a bien sûr un truc qui saute aux yeux dans Truman Show, c'est les pubs. Et encore plus aujourd'hui, on adore ça, c'est les moments les plus savoureux, les plus drôles. J'ai goûté d'autres cacao. C'est le meilleur. Les placements de produits, parce que Truman, lui, il est tellement habitué à ça depuis son enfance qu'il se rend compte de rien, mais nous, ça nous parle forcément, surtout aujourd'hui, parce qu'on est habitué justement aux placements de produits qui sont placés par nos créateurs préférés, notamment sur YouTube d'ailleurs. C'est le moment idéal pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Un couteau magique. Triple fonction pour râper, trancher, éplucher. Il va dans le lave-vaisselle et il est affûté à vie. Il n'y a pas de sponsor, en vrai. N'hésitez pas donc à rejoindre les membres ici sur YouTube ou à faire un don sur Tipeee, même un petit don, ça peut toujours aider. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description. Et si je fais un truc un peu bizarre, il n'y en a pas un qui réagit. Regarde. Alors, ça a bougé? Non. Le cauchemar de Truman, ce n'est pas qu'on lui veuille du mal, c'est que tout le monde est trop gentil avec lui. Ses voisins sont souriants, ses collègues sont agréables, sa femme est douce, attentionnée, toujours impeccable. Dans sa vie, il n'y a jamais de vraie tension, jamais de mauvaise humeur, et jamais ce moment où quelqu'un déborde et dit ce qu'il pense vraiment. Tout est calme, propre et sous contrôle. Et pour lui, au début, c'est tout à fait normal, puisqu'il a toujours grandi là-dedans. Il ne sait pas qu'il vit dans un studio géant, il pense juste qu'il a une existence tranquille, bien rangée et rassurante. Le problème, c'est qu'une vraie vie, normalement, ça accroche. Les gens sont parfois fatigués, maladroits, se contredisent. Ils peuvent être injustes, chiants ou imprévisibles. À Sea Haven, rien de tout ça n'existe. Tout est réglé au millimètre. On sait à l'avance ce que le voisin va nous dire, comment la scène va se passer, à quel moment le sourire va tomber. Et c'est ça le piège. On l'enferme pas dans la douleur, mais on l'enferme dans une routine tellement parfaite qu'elle finit par devenir suspecte. Ils font le tour du bloc et ils repassent. Ils font ça sans arrêt. Ils tournent en rond toute la journée. Et la vérité n'arrive pas comme une soudaine illumination, elle arrive comme un dérèglement. D'abord un projecteur qui tombe du ciel, puis une radio qui suit ses gestes en direct, puis sa femme qui en pleine dispute se met à vendre un produit comme si de rien n'était. Le monde ne s'écroule pas d'un coup, il commence à mal jouer son propre rôle. Certainement par habitude et parce qu'il a trop confiance en lui. Et Truman comprend quelque chose de très simple, ce décor qui l'entoure tient debout mais il ne tient pas vraiment. Et c'est là que le film devient très fort, parce qu'il ne montre pas juste un mensonge, il montre un monde où tout a été vidé de sa substance. Les maisons sont très belles, mais ne sont que des façades. Les amis sont bien présents, mais ils récitent un texte. Même l'amour qu'on lui donne répond à une fonction. Sa femme n'est pas là pour l'aimer, elle est là pour maintenir son image. Son meilleur ami n'est pas là pour le comprendre, il est là pour le calmer. À Sea Haven, les gens n'existent pas pour eux-mêmes, ils existent pour que Truman reste parfaitement à sa place. Bonjour Truman. Oh, les voilà. Beau temps, hein. Oh, mais comme tous les jours, oui. Du coup, le seul être vraiment vivant au milieu de ce décor, c'est lui. C'est peut-être ça que Christophe reconnaît à la fin quand il lui dit « Toi, tu étais vrai ». Truman doute, hésite, improvise, se trompe et même panique. Il n'est pas plus intelligent que les autres, il est juste le seul dont les émotions ne sont pas écrites d'avance. Le seul qui réagit encore comme un être humain, dans un monde organisé comme un programme. Et c'est là qu'on en revient à Christophe. Son vrai coup de génie, c'est d'avoir compris qu'on enferme beaucoup mieux quelqu'un avec du confort que par la violence. Truman a un boulot stable, une maison agréable, une vie sans danger apparent. On a même fabriqué ses peurs pour lui couper l'envie d'aller voir ailleurs. La mer, le voyage, l'inconnu, tout ça est pour lui une menace. Le système ne lui interdit pas de partir. Il fait juste en sorte qu'il n'en ait jamais envie. Ce qui rend le film encore plus sombre, c'est que cette prison ne tient pas seulement grâce à Christophe. Elle tient parce qu'elle est regardée. Derrière les écrans, des millions de gens suivent la vie de Truman comme on regarde une série télé. Ils s'attachent à lui, ils tremblent pour lui et pleurent pour lui, mais ils restent toujours devant leur écran. Ils consomment le programme, et c'est ça le vrai scandale du film. Un homme passe sa vie enfermé sous les yeux du monde, et ce monde transforme cette captivité en divertissement. Sauf qu'un système pareil a toujours des failles. Merci du renseignement. De rien, Truman. Il peut contrôler les décors, les dialogues, les trajectoires, mais il ne peut pas empêcher le réel de revenir par petits morceaux. Un père qu'on croyait disparu réapparaît, Sylvia, qui incarnait Lorraine, dont Truman était tombé amoureux à la fac, finit par lui dire la vérité, et Truman finit par voir l'envers du décor, au sens propre comme au figuré. À chaque fois, quelque chose finit par déborder. Tu as l'embarras du choix. Aidez-moi! Quoi?
Quoi? Et dès que Truman commence à sortir du rôle qu'on avait écrit pour lui, toute la machine commence à paniquer. C'est à ce moment-là que Christophe arrête de faire semblant. Tant que Truman obéit, il parle comme un père, comme un protecteur et presque comme un guide. Mais dès que Truman commence à résister, il révèle sa vraie nature. Encore. Remettez ça. La tempête finale en est d'ailleurs le meilleur exemple. Christophe préfère risquer de le tuer plutôt que de le laisser s'en aller. Toute sa bienveillance s'effondre d'un coup. Il ne protège pas Truman, mais le possède. Ce que Truman découvre, ce n'est donc pas seulement qu'on le filme, c'est que rien dans sa vie ne lui appartient vraiment. Ni ses peurs, ni ses souvenirs, ni ses relations, ni même le paysage qu'il croit avoir sous ses yeux depuis toujours. Sa vie parfaite n'était pas une chance, c'était une mise en scène. Et c'est pour ça que la sortie finale a autant de force. Truman ne part pas vers un monde meilleur. Il part sûrement vers un monde plus dur, plus instable et incertain. Mais pour la première fois, ce sera le sien. Il ne demande pas une liberté abstraite, il demande le droit d'avoir peur pour de vrai, de souffrir pour de vrai et de se tromper. Il quitte un décor où tout était écrit pour rejoindre une vie où enfin quelque chose peut lui arriver. Mais au fait, est-ce que vous avez déjà pensé à ce qu'arrive à Truman une fois qu'il sort de l'émission ? Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Je te connais mieux que tu ne te connais. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. On termine tous le film avec le sourire parce que Truman a gagné, il a enfin trouvé la sortie. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'il attend derrière la porte ? Il n'a pas d'argent, pas de papier, pas de diplôme. Tout ce qu'il a, c'est son visage. Et son visage, c'est celui de l'homme le plus célèbre de la planète. Il quitte un dôme pour entrer dans une cage encore plus grande, celle de l'hyper-célébrité. Chaque personne qu'il va croiser dans la rue le connaît par cœur. On va l'épier forcément, le traquer, lui demander des selfies, vendre ses interviews. Au fond, Truman ne sera jamais libre. Il passe juste d'une émission de télé-réalité scénarisée à une vie de proie médiatique. C'est peut-être ça le message le plus sombre du film. Une fois que le monde a posé les yeux sur vous, il ne vous lâche plus jamais. Et c'est là que le film est d'une cruauté totale. Il nous montre des gens qui pleurent pour Truman pendant 2 heures, mais qui ne zappent jamais. Mais finalement, leur empathie, c'est qu'une façade. Une fois que l'émission de télé s'arrête, ils passent à autre chose. Il y a autre chose? Ouais, il doit y avoir autre chose. Oui, programme. L'homme dans son bain m'a toujours fait penser à l'ancêtre du type qui scrolle là sur Twitter et qui balance des commentaires haineux à tout bout de champ, ou alors qui regarde des vidéos drama à 2h du matin, parce que forcément les vidéos drama, vous en avez déjà entendu parler, ça attire énormément de monde, parce que c'est aussi construit sous forme de feuilleton, comme une petite série. Le message du film, pour moi, il est très simple. Le voyeurisme, c'est un peu la drogue de ceux qui ne vivent plus rien. On pompe le chaos des autres parce que notre routine est emmerdante. C'est un peu le métro boulot dodo. Notre boulot ne plaît pas, on se sent enfermé dans une vie qui ne nous correspond plus et on n'a plus aucun moment d'excitation, plus aucune adrénaline, on s'est complètement laissé enfermer dans une routine. Et comme les spectateurs du show, quand on suit un drama, on est indigné, on est en colère, on a envie de partager nos émotions avec d'autres qui suivent ce même drama à travers des commentaires. Mais au fond, on continue à consommer et on attend le prochain épisode de ce drama pour finalement recevoir notre shoot d'adrénaline. On voit plus des humains, mais on consomme une sorte d'arc narratif, exactement comme dans Truman Show. Et la fin du film, elle est terrible, hyper sombre quand on y pense. Parce que dès que Truman franchit la porte, à part Sylvia, qui va certainement l'attendre à la sortie, il n'a plus de parents, plus de meilleurs amis, plus de femmes, plus de boulot, il se retrouve sans aucune identité, dans un monde qu'il ne connaît pas, et c'est un cauchemar. Personne ne s'inquiète finalement de Truman. Les gens vont simplement changer de chaîne pour aller consommer un autre programme, et puis on imagine aussi que Christophe ne va pas s'arrêter au Truman Show et qu'il va certainement adopter un nouveau bébé, et le cycle va se reproduire avec un nouvel enfant et une nouvelle émission. Et c'est ça le vrai monstre que dénonce le film à mon avis. On dévore la vie des autres parce qu'on a trop peur de prendre des risques dans la nôtre. Je crois qu'il serait temps de changer cette tondeuse pour un nouveau modèle de chez Rotary. The Truman Show n'était pas juste une bonne idée arrivée au bon moment. Le film a vu venir des mécanismes que notre époque a fini par banaliser. La surveillance diffuse, la vie intime transformée en spectacle.
Le placement de produits partout, le regard permanent et la mise en scène de soi. Mais le réduire à son côté prémonitoire, ce serait encore une manière d'amoindrir son impact. Si le film tient aussi fort, c'est parce qu'il est d'abord tenu par du vrai cinéma, un scénario d'une précision redoutable, une mise en scène qui ne force jamais le malaise. Un monde propre, lisse et bien rangé, jusqu'à en devenir irrespirable. Et au centre, il y a Jim Carrey. Et c'est ça qu'on oublie parfois. The Truman Show, c'est le moment où son génie change de forme. C'est une mutation pour l'acteur. Il ne s'agit plus de tordre son visage ou d'exploser dans tous les sens, mais il laisse apparaître cette fois quelque chose de beaucoup plus rare. Un acteur capable de faire sentir le doute, la solitude, l'enfance, le manque, sans jamais casser la simplicité de son personnage. Et il le confirmera dès l'année suivante, en 1999, avec Man on the Moon de Milos Forman, où il interprète Andy Kaufman, un humoriste complètement insaisissable qui passait sa vie à brouiller la frontière entre le faux et le vrai. Le film est accueilli plus froidement avec des critiques partagées, un box-office décevant, mais la performance de Jim Carrey, elle, met presque tout le monde d'accord. Puis en 2004, il confirme avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Là, il joue Joel, un homme brisé qui décide d'effacer de sa mémoire la femme qu'il aime avant de comprendre, au cœur même de l'effacement, qu'il n'a aucune envie de la perdre. Le film, lui, est acclamé et remporte l'Oscar du meilleur scénario original. Et Carrey, il trouve peut-être son jeu le plus sincère. Plus de grimaces, plus de performances visibles, juste du manque, du regret et du silence. Et quand on remet ces trois films côte à côte, Truman Show, Man on the Moon et Eternal Sunshine, on voit quelque chose de très clair. Un acteur qu'on croyait condamné à l'excès comique et qui révèle en quelques années une mélancolie, une fragilité et une intelligence de jeu immense. Face à lui, Ed Harris est parfait. Il n'en fait jamais trop, il parle très bas, garde son calme, et c'est précisément pour ça qu'il en devient terrifiant. Il incarne une violence propre, polie et presque rassurante. Une autorité qui prétend protéger alors qu'elle enferme. C'est là que le film touche juste, dans cette idée qu'une prison peut avoir le visage du confort, de la sincérité et de la bienveillance. Ce qui reste à la fin, c'est moins une leçon qu'un doute. Une vie peut être stable, présentable et parfaitement en ordre. Et pourtant, ce n'est faux. Le travail, les habitudes, les sourires presque automatiques, les rôles qu'on rejoue pour que tout continue à tenir debout, The Truman Show laisse cette impression-là. Pas une grande théorie, mais juste une question qui nous démange. Truman, lui, finit par trouver la porte. Il choisit l'inconnu plutôt que le mensonge confortable. Et ça suffit à faire de ce film l'un des plus grands films de son époque. Pas parce qu'il avait raison avant les autres, mais parce qu'il a compris une chose beaucoup plus simple et beaucoup plus dure. Il arrive un moment où une vie trop parfaite commence à ressembler à une cage. Voilà! Alors la question, ce n'est pas de savoir si votre vie est un film, mais plutôt de savoir si vous en êtes encore l'acteur principal ou juste un spectateur qui a peur de sortir du plateau.